Bonjour à tous, je m'appelle Mélina Le Guillou, je suis éducatrice de jeunes enfants en libéral. J'accompagne les enfants, les familles atypiques et je suis également coach en développement personnel. J'accompagne l'adulte au potentiel intellectuel et hautement sensible. Je remercie l'Observatoire de la sensibilité de me permettre d'aborder un sujet qui me tient au cœur, la sensibilité élevée en structure d'accueil petite enfance. Je vais aborder avec vous la sensibilité élevée en quelques mots. Qu'est-ce que signifie être hypersensible? Le professionnel hautement sensible, comment prendre soin de soi pour éviter la saturation sensorielle? En quoi avoir un collègue hautement sensible est un atout dans son équipe? L'enfant hautement sensible au sein d'un collectif, comment le reconnaît-on parmi les autres enfants? Comment répondre et respecter ses besoins particuliers? Qu'est-ce que signifie être hypersensible? En quelques mots, il s'agit d'une sensibilité plus élevée que la moyenne. C'est avoir les sens exacerbés. Pour être considéré comme hautement sensible, il faut prendre en compte deux éléments. Un, être hyper émotive et avoir deux ou trois hyperesthésies sensorielles qui comprend l'audition, la vision, le goût, le toucher ou l'odorat. Il faut savoir que 20 à 30% de la population est concernée. Les termes hypersensibilité, haute sensibilité, haut potentiel sensible veulent dire la même chose. Cependant, on préférera le terme haute sensibilité parce que le préfixe hyper a été mal traduit de l'anglais et il y a une connotation négative alors que la haute sensibilité n'est pas forcément quelque chose de négatif. Il y a beaucoup de gens qui le vivent très bien avec. Selon Saverio Tomasella, une personne très sensible ou particulièrement sensible vit sans filtre, c'est-à-dire que toutes les informations arrivent à tous les niveaux de sa sensibilité. Sensations, émotions, sentiments, intuitions, et cela fait beaucoup d'informations à la fois. Rapidement, cette personne est trop stimulée et au bout d'un moment, elle va connaître une saturation. Et c'est bien de cette saturation que je vais vous aborder aujourd'hui, aussi bien pour le professionnel petite enfance que pour l'enfant. Je vais commencer par le professionnel hautement sensible. Travailler avec des enfants, des familles, une équipe implique un rythme soutenu de l'accueil au départ des enfants. Et c'est être en permanence confronté à des stimulations sensorielles plus ou moins agréables. C'est aussi travailler avec du bruit, beaucoup de bruit, des pleurs, des rires, des cris, des jouets qui s'entrechoquent. Accueillir des familles à n'importe quel moment de la journée aussi dans le cadre d'une halte garderie. Accueillir et accompagner avec bienveillance les enfants avec tout ce que cela comporte. Cela peut vite être épuisant parce que l'on vit sans filtre, que l'on est une éponge sensorielle, émotionnelle et que l'on capte tout, tout le temps. Donc, ce n'est pas toujours évident de réguler ses réserves énergétiques. Et pour peu que l'on ait également des enfants à la maison, il est essentiel, indispensable, vital de prendre soin de soi pour pouvoir accueillir tout ça. Et très souvent, lorsque l'on est hautement sensible, on est des personnes impliquées à 10 000%. Et être attentive aussi bien auprès des enfants, des équipes, eh bien, il faut absolument voilà, je me répète, mais prendre soin de soi pour éviter les débordements émotionnels et même l'épuisement professionnel. Alors, comment fait-on pour prendre soin de soi quand on est professionnel petite enfance? Avant toute chose, c'est en se reconnectant à soi sur son lieu de travail et à n'importe quel moment de la journée. Accueillir ses émotions quand elles se présentent, prendre le temps de voir et d'observer ce qui se passe permet également aussi de faire diminuer la saturation. Reconnaître qu'il y a une émotion permet de l'accueillir, voilà, qu'elle puisse un petit peu, voilà, pour que vous puissiez la vivre. Apprendre à revenir vers soi en réorientant son intention vers soi et son corps, c'est une manière de pouvoir se ressourcer. Ralentir et faire des pauses, comme je le disais, permet de pouvoir réguler ses sensations
ses ressentis. Durant les pauses, il est très important également de couper son téléphone. Pourquoi? Parce qu'il amène une autre stimulation sensorielle et ça ne permet pas de se décharger de tout ce que l'on a emmagasiné durant la matinée. On pourrait penser que le téléphone permet de se couper les uns et des autres pour pouvoir passer un moment seul, mais c'est un leurre. Même s'hydrater et se nourrir, alors parfois c'est pas évident en collectivité, quand les pauses ne sont pas autorisées, et ben je pense que c'est essentiel d'avoir au moins une gourde d'eau près de soi parce que le fait de pouvoir s'hydrater et se nourrir, enfin en tout cas s'hydrater, ça permet de reprendre des forces. Alors ce que je faisais aussi, c'est m'isoler, ça va être un élément essentiel, indispensable pour se recentrer sur soi. S'aérer et prendre l'air va permettre également d'aérer l'esprit pour renouveler l'énergie du cerveau. Une chose que je faisais également, c'est poser mes limites en les verbalisant auprès de mes collègues. Parce que souvent, durant la pause du midi, du déjeuner, on mange tous ensemble. Et du coup, on pourrait penser que c'est le moment propice pour pouvoir me partager toutes les choses de l'organisation, du quotidien, alors que non, en fait. Une pause, je pense que c'est important de pouvoir la consacrer pleinement à se reposer et à penser à autre chose. Donc ça n'a pas été évident, de mettre les limites et de dire non, mais c'est indispensable, de pouvoir, dire à ses collègues: «Non, là, c'est plus le moment de parler de la crèche, je fais une pause et j'ai besoin de ça pour pouvoir, être d'attaque pour l'après-midi». Et parce que, si on fait pas ça, on peut pas garder une bienveillance et une attention particulière auprès de tous les enfants. Oui, on va le faire, mais à quel prix? Parfois on s'oublie. Et si on ne trouve pas un équilibre entre les ressources et les dépenses, c'est là où l'épuisement professionnel peut arriver. Ce que je faisais également, c'est proclamer haut et fort que j'étais hautement sensible. Alors au départ, ça fait bizarre, mais il faut que l'information arrive 7 fois au cerveau d'une personne pour qu'elle soit intégrée. Donc imaginez-vous bien qu'il faut du temps. Et finalement, je me suis rendu compte que des collègues se reconnaissaient. Et finalement, reconnaissaient aussi que certains enfants étaient hautement sensibles. Et j'ai envie de dire qu'on a un rôle particulier, les personnes hautement sensibles, c'est de pouvoir dire haut et fort ce que l'on ressent, et ça va commencer par nous si on veut que la haute sensibilité soit reconnue par tous. Voilà, quand on travaille dans la petite enfance ou même dans n'importe quel travail, les sollicitations sont constantes tout au long de la journée. Donc on peut vite se sentir dispersé. Et vraiment, la chose qui permettra de créer de s'ancrer et de se reconnecter à soi, c'est de s'isoler. C'est pas toujours, bien vu au départ parce que, tout le monde mange ensemble, c'est le déjeuner, c'est un moment convivial. Alors moi je m'exceptais pas tout le temps, mais au moins un jour sur 2. Alors en quoi, avoir un collègue hautement sensible est un atout dans un collectif? Selon Fanny Marais, l'insula, c'est l'organe du système limbique où se logent les émotions. Et chez les personnes hautement sensibles, il est plus actif que la moyenne. Du coup, ça augmente la capacité à percevoir et augmenter la conscience professionnelle. Donc ça, c'est quand même une information, moi, je trouve importante. Ces personnes ont parfois un fort pouvoir créatif. Et quand je parle de pouvoir créatif, c'est pas forcément une créativité artistique. Ça, c'est une croyance. La personne va davantage élaborer des stratégies pour trouver des solutions et de résolution de problèmes dans n'importe quel domaine de la vie. Ce sont aussi des personnes qui ont des fortes intuitions et ça va leur permettre de déchiffrer le langage verbal et non verbal. Et elles sont attentives à toutes les nuances et subtilités. Et lorsque l'on travaille avec un public qui s'exprime soit par des pleurs ou que le langage, en tout cas le langage verbal, n'est pas encore installé, l'observation fine est une qualité indéniable pour pouvoir euh, repérer où en est l'enfant dans sa journée.
Elles ont également une forte adaptation à leur environnement et ça, c'est aussi une qualité. Voilà, je pense que dans le monde du travail ou même dans n'importe quel. Enfin, en tout cas, auprès des enfants, il faut s'adapter constamment. Par exemple, en halte garderie, on accueillait à n'importe quel moment des enfants qui venaient pour 1 heure, 2 heures, ou même des enfants en accueil d'urgence. Et forcément, si on n'aime pas s'adapter, si on, eh ben, ça peut vite être compliqué. Donc ça, c'est un atout important. Ce sont aussi des personnes authentiques. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elles vivent les choses intensément. Et ça, c'est sûr que ça ne passe pas inaperçu. Ce sont des personnes investies, impliquées, et elles ont toujours à cœur de bien faire. Et comme je le disais, ce sont des personnes qui vivent sans filtre et qui perçoivent toutes les émotions. Et donc, je répète, mais c'est en ça où c'est important de prendre soin de soi. Alors, ensuite, je vais vous parler de l'enfant hautement sensible au sein d'un collectif. Comment le reconnaît-on parmi les autres enfants? Comment répondre et respecter ses besoins particuliers? Alors, certains enfants ont des besoins intenses. On en appelle ça des bébés aux besoins intenses ou autrement dit baby, B-A-B-I. Ces babies deviennent des EABI, des enfants aux besoins intenses. Selon le degré de sensibilité, ces enfants, comme je disais, donc, sont des bébés aux besoins intenses et ils vont réagir plus intensément à leur environnement et cela est lié à leur haute sensibilité. Ils ont besoin d'intense proximité et souvent ils pleurent sans cesse et ne peuvent être posés car cela demande de la part des parents ou des professionnels une infinie patience et de grandes ressources pour combler les besoins du bébé. Et c'est vraiment là où la collectivité a un rôle important auprès des familles. On est là pour pouvoir les soutenir, les accompagner dans ces moments-là. Euh, oui, la collectivité, ce n'est pas fait que pour les parents qui travaillent. C'est fait également pour les parents qui sont en congé parental. Et c'est important de pouvoir intégrer ça parce que les parents, même à n'importe quel âge de l'enfant, et d'autant plus quand l'enfant naît, alors c'est pas évident de pouvoir déposer son enfant, surtout quand il a 2-3 mois, mais s'il y a des parents qui sont dans le besoin, eh ben c'est important de pouvoir les accueillir parce qu'on sera un soutien et ils vont pouvoir se reposer. Voilà. Ce qui va différer de l'enfant, on va dire lambda, à l'enfant hautement sensible, et même de l'adulte, c'est l'intensité. L'enfant ressent les choses 1000 fois plus intensément qu'un autre enfant, et il va exprimer également ses émotions de manière intense. Si on doit retenir un seul mot, ce serait l'intensité. Si un jour on vous dit oh oui, mais l'hypersensibilité, ça concerne tout le monde, eh ben non. Non, non, non. Alors, ce sont également des enfants qui vont vivre leurs émotions, comme je disais, de manière intense, aussi bien dans la joie, dans les pleurs, dans les colères, etc. C'est une manière, comme une autre, de s'exprimer, et ça, c'est normal. C'est important de pouvoir rassurer les parents, de dire, mais parce il y a souvent ce sentiment de culpabilité, en fait, quand on ne peut pas poser un enfant qui pleure, quand l'enfant il fait des grosses colères, etc. Eh ben, j'ai presque envie de dire, c'est normal, c'est une manière ou d'une autre de s'exprimer et c'est important de pouvoir rassurer ses parents. Ce sont, et on le voit dès l'adaptation, des enfants qui sont très observateurs. L'adaptation, c'est le premier temps où on rencontre la famille et l'enfant dans la structure. Prendre le temps d'observer son environnement et tout ce qui se passe autour de lui, et quand il sera prêt, il va pouvoir explorer tout ce qui l'entoure. Mais ça peut prendre du temps. Et c'est important de pouvoir respecter le rythme de l'enfant, même à ce moment-là. On peut observer que certains ne supporteront pas de toucher certains matériaux lors des activités, peinture, riz, sable ou même la terre. Et on pourrait maladroitement l'inciter à toucher pour qu'il puisse prendre l'habitude. Mais en réalité, ce n'est pas très agréable pour lui et peut-être même qu'il lui faudra un peu de temps aussi pour y aller petit à petit, ou pas du tout même. Le moment de l'habillement peut être un temps compliqué pour la famille, les professionnels, car l'enfant ne supporte pas certaines matières, certaines étiquettes, et on pourrait penser dans un premier temps qu'il est capricieux.
qu'il ne veut pas s'y habiller. Par exemple, je pense quand il faut mettre des chaussettes, ça pourrait vite partir en cacahuète parce qu'une simple gêne peut se transformer en tempête émotionnelle parce qu'il y a une frustration, une sensation très désagréable vécue par l'enfant. Et je vous partagerai comment transformer ce moment désagréable en moment de qualité. Ça peut être également des enfants qui ne supportent pas quand on leur change la couche, ou même des enfants qui ne supportent pas d'avoir la couche souillée. Donc en fait, rapidement, ils vont manifester par des signes ou d'un point de vue verbal, ils vont bien nous faire comprendre qu'il est temps de les changer. Donc pourquoi ils ne supportent pas le change? Ça peut même être des enfants qui vont se débattre, bouger dans tous les sens, un peu comme des asticots. C'est le contact de l'humidité de l'eau qui peut être dérangeant, ou même du coton, ou voilà. Et parfois, enfin, on entend parfois des parents dire que le moment de change est insupportable. Ne pas hésiter à faire un change debout, en tout cas quand il y a des urines, ça facilite. Ne pas hésiter aussi à faire participer l'enfant, à faire mouiller la lingette, lavable, etc. Le rendre acteur lui permettra de mieux accepter ce temps. On peut observer également des enfants qui ne supportent pas d'avoir les mains sales ou qui demandent régulièrement à laver les mains. Et en fait, on voit bien qu'il y a un inconfort qu'il n'y a pas, par exemple, chez les autres. Et voilà. Ça peut être des enfants également très émotifs, qui peuvent être touchés par n'importe quelle situation qui peut paraître anodine vue de l'extérieur. Comme autre exemple, alors en fait là je vous liste, c'est vraiment une liste non exhaustive. Alors forcément, je parle pas forcément que des meilleurs moments, mais parce que je suis là pour pouvoir donner des outils et des solutions aux professionnels et pourquoi pas aux familles si elles m'écoutent. Au moment de la sieste, j'ai pu observer, que certains enfants hautement sensibles, étaient en hypervigilance. Donc ça peut aussi se traduire par des petits dormeurs, parce que, finalement des courts moments de sieste, suffisent pour pouvoir, se recharger. Mais au moindre bruit ou au moindre faisceau de lumière, ça peut les déranger. Et ça va être des enfants au moindre bruit de volet: «Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bruit?» Voilà. Hem, Ça peut être aussi des enfants qui s'agitent lorsqu'il y a trop de bruit ou trop d'enfants autour d'eux. On pourrait maladroitement ne pas comprendre son comportement à un moment T, alors que dans un premier abord, en fait, il ne s'est rien passé. Bon, c'est pas très clair ce que je dis, mais parfois un enfant, il peut s'agiter comme ça alors, enfin et on n'a pas compris pourquoi, mais finalement, soit d'autres enfants ont trop longtemps, investi son espace personnel ou étaient trop près de lui. Et parfois, il y a des enfants qui vont mordre. La morsure, en fait, c'est un acte involontaire, mais c'est une manière de dire, «Poussez-vous de mon champ, de mon espace vital». Voilà. Ça peut être également des enfants qui aiment s'isoler pour jouer. Alors on pourrait se dire: «Oui, n'importe quel enfant», mais on l'observe un peu plus chez certains enfants. Voilà, les petits dormeurs, j'en avais déjà parlé et ça peut être aussi des enfants qui ont des difficultés dans l'alimentation ou dans le passage de l'alimentation mixée aux morceaux. Pourquoi? Parce que leur sensation, leur sensibilité gustative ou même au niveau, de la bouche est tellement fine et infime que le moindre grain dans la purée et ben, peut suffire à l'empêcher de s'alimenter. Mais quand même très souvent, si on a écarté, des grosses problématiques, très souvent, il faut un peu plus de temps. J'entends des parents qui disent: «Oui, heu il n'a plus de lait, on aimerait bien, diversifier l'alimentation» et en fait, heu, il faut souvent un peu plus de temps pour que la transition se fasse, d'accord? Alors comme je disais également, ces enfants sont des filtres émotionnels, sensoriels, ils captent tout, tout le temps, autant que l'adulte et s'il y a une ambiance plus ou moins désagréable, son comportement peut être à l'image de ce qu'il ressent. Il peut y avoir des explosions émotionnelles, alors que sur le moment, il n'y a rien de palpable, mais lui, il ressent les choses. Quand l'enfant rentre chez lui et qu'il a emmagasiné toute l'énergie
durant une journée auprès de plusieurs enfants, comme il faut supporter de pouvoir de pouvoir vivre en collectivité parmi des enfants, des professionnels, voilà, etc. Et il peut y avoir une décharge émotionnelle et il va décharger tout ce qu'il a vécu, ressenti, et bien souvent, il va se décharger auprès de sa figure d'attachement. C'est une personne de confiance où il peut être lui-même, et bien souvent, ce sont ses parents. Alors, certains parents diront, mais qu'est-ce qui se passe? Ça se passe très bien à la crèche, puis arrivé à la maison, il est intenable, ingérable, etc. Mais en fait, il a besoin de tout décharger, et on est là pour ça. On peut également observer des enfants qui s'agitent au moment des transitions, par exemple. Euh, Quand il faut sortir de la salle de vie pour aller dehors, par exemple, prendre l'air, et qu'il y a de l'agitation autour de lui, lui aussi, du coup, hop, il peut s'agiter encore plus parce que ça crée un malaise chez lui. Il y a un changement dans l'environnement et c'est important de pouvoir créer des transitions en douceur et de manière organisée. Pas facile à faire, je vous l'assure. Parce que même en ayant ça en tête, le moment où il faut aller dehors, c'est souvent la cohue. Et enfin voilà. Alors ensuite, on pourrait penser qu'un enfant hautement sensible apporte des difficultés, mais alors que quand son trait de caractère, parce que c'est vraiment une caractéristique comme avoir des yeux bleus ou des cheveux bruns, quand on a reconnu cette caractéristique, finalement, on a mis des mots, ça déculpabilise le parent et on entend différemment ses besoins. Ça veut dire que ces gènes qui pouvaient, enfin ces gènes, enfin toutes les choses qui pouvaient ressentir de manière désagréable, si elles sont perçues, elles seront mieux entendues par le professionnel ou par le parent. Et quand on a compris tout ça, eh ben, la sensibilité devient une réelle force. Alors c'est vrai qu'on entend souvent ce terme, mais franchement, j'ai pas trouvé mieux. La haute sensibilité passe de quelque chose de mal vécu à quelque chose de bien vécu. Alors maintenant, comment on fait pour accompagner ces enfants hautement sensibles pour respecter et répondre à leurs besoins si particuliers? Dans un premier temps, je dirais répondre à ses besoins dans la bienveillance, et ça, et comme tous les autres enfants. On parle aujourd'hui de l'enfant hautement sensible, mais franchement, tout ce que je vous dis là pourrait être pour n'importe quel enfant. C'est juste que ce qui va différencier, ça va être le degré, ça va être l'intensité. Mais rappelons-le, chaque enfant est unique et singulier, et ces comportements doivent être tous pris en compte. Je vais commencer par favoriser l'accompagnement en motricité libre de l'enfant. Pourquoi? Parce que la motricité libre, en fait, c'est une pédagogie pensée par Amy Pickler, c'est une pédiatre hongroise, et c'est une pédagogie qui permet de respecter les mouvements du corps de l'enfant, euh, de sa naissance jusqu'à l'étape de la marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un enfant naît, ensuite, il va dormir sur le dos, etc. Mais on ne mettra jamais un enfant dans une position qu'il n'a pas acquis par lui-même tout au long de cette étape. On ne mettra pas un enfant assis alors qu'il ne l'a pas fait de lui-même. Alors oui, ça peut prendre un peu plus de temps. Et oui, dans le carnet de santé, le pédiatre voit si à 6 mois, il se tient assis, mais c'est juste pour ce rendez-vous-là. C'est juste pour vérifier que tout se passe bien. Mais globalement, on ne doit pas le mettre assis s'il ne s'est pas mis assis tout seul. Et on ne va pas tenir non plus ses mains pour qu'il se mette debout et marcher. Pourquoi? Parce que s'il acquiert tout par lui-même, s'il trouve et élabore des stratégies pour pouvoir se retourner, se lever, s'asseoir par lui-même, eh ben, il va prendre pleinement la conscience de son corps et de sa motricité. Et ça va lui permettre de créer des fondations solides d'estime de soi et de confiance en soi. Car en apprenant par lui-même, eh ben, c'est une manière de maîtriser son corps et une manière de maîtriser son environnement. En ayant conscience de son corps, ce sont les prémices de la conscience de soi, et la conscience de soi, c'est la conscience de ses émotions. Quand on peut comprendre ce qui se passe en nous, je crois que c'est la clé, franchement, la clé de la vie, parce que au moins,
Bah, on ne culpabilise pas, on s'accepte comme on l'est, comme on... Bon, vous avez compris, comme on est. C'est important aussi de ne pas porter d'étiquette aussi bien négative que positive. Parce qu'on peut entendre, enfin en tout cas moi ça a été mon cas pendant toute mon enfance, oui, elle est trop sensible, etc. Et en fait, j'ai grandi avec cette croyance que je me suis créée moi-même, que j'étais une personne fragile. Et puis finalement, le jour où on m'a dit que j'étais une personne hautement sensible, franchement, ma vie, elle a complètement changé parce que finalement, mes défauts, enfin, ce qui me semblait mes défauts sont devenus mes qualités. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai créé mon propre emploi pour être alignée avec moi-même et pour pouvoir accompagner à mon tour les enfants, les familles et les professionnels dans leur sensibilité. Et finalement, aujourd'hui, ma sensibilité, elle m'informe, elle me guide, elle me signale quand il y a des variations dans mon environnement et c'est un cadeau. Je vais revenir au travail d'équipe dans l'accompagnement de l'enfant. Il ne faut pas hésiter à se relayer pour souffler, parce que comme je disais au départ, certains enfants, on ne peut pas les poser par terre, enfin par terre au sol. Ils ont besoin de contact intense et comme on a 15 autres enfants autour de nous, l'importance va être de pouvoir se relayer. Ce n'est pas une solution de dire, d'appeler les parents et de dire oui, ça se passe pas bien ici, ils préfèrent être avec nous, avec vous. Alors, oui et non, oui, c'est sûr qu'il préférait, je dis pas, un enfant est beaucoup mieux avec enfin, sa maman, enfin ses parents, mais les mamans, parfois, elles ont besoin de se reposer aussi, et ce ne sera pas plus facile parce qu'il sera avec elles, d'accord? Donc, et d'ailleurs, c'est pour cette raison aussi euh, que donc, je suis devenue monitrice de portage. J'accompagne les parents à porter en écharpe, en fait, en portage physiologique, et j'ai même intégré le portage en accueil collectif. Alors, enfin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai intégré le portage auprès des équipes en halte garderie, et on a vu mais une différence considérable dans l'ambiance de la halte garderie. Alors, j'avais fait une étude, une observation, une petite étude, et j'avais remarqué que quand on porte un enfant à bras, donc dans les bras, il va pouvoir se ressourcer, si il a eu un chagrin, s'il a besoin d'être rassuré, mais quand il va ensuite descendre, il va revenir au bout de 5 minutes. Mais si on porte l'enfant avec un sling, ça s'appelle un sling, ou un porte-bébé ou une écharpe, eh ben, la matière, le tissu, en fait, l'enfant vraiment va sentir une tension et il va être suffisamment contenu pour jouer beaucoup plus longtemps après avoir été porté 5 minutes. Donc, en résumé, quand on porte un enfant à bras, il y a beaucoup de variations quand on le porte, et puis on va répondre au téléphone, et puis etc. Eh ben, si on porte 10 minutes, 15 minutes un enfant à bras, il va revenir plus rapidement nous voir parce qu'il n'aura pas il n'aura pas rempli sa réserve énergétique. Alors que si alors que si on porte en écharpe, l'écharpe qui va le contenir va contenir suffisamment son énergie et il va jouer davantage. Donc quand j'entends aujourd'hui et en 2023, et ça franchement, bah là, enfin, je n'hésite pas à le dire, mais quand j'entends encore dans des équipes que on ne porte pas un enfant quand il manifeste, quand il pleure, pour ne pas qu'il prenne des habitudes, mais ça, c'est pas possible. Quand un bébé de n'importe quel âge, 11 mois, 12 mois, 18 mois, à n'importe quel moment, si l'enfant manifeste le besoin d'être porté, on doit le faire, c'est un devoir. Quand j'entends même encore un petit bébé de 3 mois qui est arrivé à la crèche et qu'on ne le porte pas parce qu'il va prendre l'habitude, bah moi, ça passe pas, ça ne passe plus. Je dis pas, il y a longtemps, on pourrait, mais maintenant, euh, c'est bien, c'est prouvé que euh, porter un enfant va pouvoir lui permettre mince, enfin, en tout cas, d'être entendu dans son besoin. Et d'ailleurs, en fait, enfin, le fait de le porter, selon Winnicott, il appelle ça le holding, c'est la manière de porter l'enfant, et ça va participer à sa construction identitaire et son estime de lui-même. Et être porté est un besoin naturel,
Et le portage va également créer, favoriser des liens d'attachement. Alors, ça le fait également sans, bien sûr, mais il y a une réelle satisfaction aussi bien pour le porteur que pour l'enfant. Tout cela, tout ce que je dis, ce n'est pas pour vous faire culpabiliser, mais c'est juste que plus on répondra aux besoins de l'enfant, aux besoins d'être porté, et à n'importe quel âge, plus il va être nourri affectueusement. Voilà. Je sais que pour beaucoup de parents, le portage peut sauver la vie. C'est un bien grand mot, mais c'est une réalité. Quand un enfant ne dort pas jour et nuit, le portage va être très salvateur, aussi bien pour les parents et pour l'enfant qui a besoin de contact intense. Voilà, voilà. Ensuite, je continue dans les petites astuces que je mets en place pour pouvoir accompagner ces enfants. Privilégier de temps en petits groupes, car comme je le disais, l'enfant vit également sans filtre et ça peut être fatigant, et même pour n'importe quel enfant, hein, d'être constamment au contact de ses pairs. Et donc c'est important de pouvoir créer des petits groupes. Prendre l'air au maximum permet de se ressourcer et de s'aérer. Respecter l'enfant qui n'apprécie pas les ateliers patouilles, comme on dit. Euh, Accompagner l'enfant dans ses émotions intenses et pouvoir mettre des mots sur ce qu'il vit et être présent psychiquement et physiquement auprès de lui, c'est l'accompagner en lui permettant de nommer ce qu'il vit. Alors, il y a pas mal de choses, hein. Il y a la roue des émotions, ou même tout simplement l'interroger, mais alors qu'est-ce que tu vis? Est-ce que tu t'es en colère? Et plus on nommera les choses, plus lui aussi pourra prendre conscience de ce qui se joue en lui. Une astuce aussi, c'est l'aménagement des espaces, qui va également avoir une influence sur l'ambiance de groupe dans la journée. Et créer des petits espaces va permettre à tous les enfants de pouvoir se couper un petit peu des autres. Un élément aussi crucial, insonoriser les pièces pour atténuer les bruits, c'est quelque chose d'essentiel. J'avais travaillé dans une crèche où l'insonorisation était très mauvaise. Et bah, franchement, c'est quelque chose à vivre pour tout le monde. Et ça peut devenir même invivable en plus de tous les bruits qu'il y a normalement. Et on peut même observer un changement de comportement pour des enfants quand l'intensité du bruit est tellement intense dans une pièce mal isolée. Et en fait, je pense que ça fait partie du bien-être au travail de pouvoir de pouvoir aménager pour isoler les pièces. Et si je peux conclure sur ça, un enfant qui est entendu dans son émotion se sentira respecté dans son intégrité, son identité et se sentira en sécurité. Répondre, rassurer, communiquer verbalement ou non permet à l'enfant d'être pris en considération. Si on ne peut pas toujours être disponible en collectivité, ça va être de porter un geste ou un regard pour pouvoir lui dire je ne suis pas disponible, mais je t'ai entendu. Voilà, voilà. Alors, voici donc plusieurs astuces que je vous ai données. Si je peux résumer en quelques mots tout ce que je viens de vous dire, c'est la haute sensibilité, c'est quelque chose qui est qui est vécu intensément. De deux, prendre soin de soi quand on est professionnel, petit enfant, c'est vital pour éviter l'épuisement ou le burn-out. Ensuite, reconnaître les enfants hautement sensibles dans une structure, ça va permettre d'autant plus de le prendre en considération. En tout cas, si vous avez des questions ou si vous voulez être accompagné si vous êtes un parent, une famille, un professionnel, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous montrer hop. Voilà, en fait, vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook sur eje.atypique ou pour me contacter melinacljeje@gmail.com. N'hésitez pas, franchement, j'ai vraiment à cœur de parler de ce sujet. Plus on en parlera, plus ce sujet deviendra le commun de tous. Voilà, voilà. Et ben, merci beaucoup d'avoir été attentif jusqu'au bout. Et je remercie encore l'Observatoire de me permettre de parler de ce sujet. À très bientôt et bonne soirée à vous. Au revoir.